Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je vous présente mon entrevue avec Renaud La Liberté, comment l'appeler? Monseigneur Maître Renaud La Liberté, le monarque des gueux, qui est l'avocat du diable aussi d'Occupation Double. Euh, alors, je vous invite à écouter notre entrevue qui s'est déroulée le 11 novembre. Donc, bonne écoute! La première question et je l'ai posée à Emilia aussi, c'est dans le fond, d'où tu viens? C'est quoi un peu ton background? Je trouve ça important de savoir comme d'où vous venez, puis ça en dit beaucoup sur une personne. Ouais, ouais, je comprends. Dans le fond, moi, je suis originaire de la ville de Québec. J'ai été là pendant 27 ans. J'ai déménagé à Montréal en 2016. Fait que depuis juin 2016, je suis à OK. Montréal. Grosso modo, j'ai fait mes études en droit à l'Université Laval. Je suis devenu avocat. Je me suis spécialisé en commercial international. Essentiellement, je négocie des contrats. Puis il y a maintenant 6 ans et demi, en 2014, j'ai lancé ma propre pratique solo. C'est ça. Essentiellement, je négocie des contrats pour mes clients à l'international. Puis au Québec aussi, c'est certain. Euh, Ensuite, à cause de mon expertise, si tu veux, en négociation, Mhm. ça faisait comme 1 an depuis, dans le fond, l'automne 2019 que j'essayais de faire un peu diversifier ma pratique, faire plus de communication publique. J'ai fait le commentateur de nouvelles de technologie, cybersécurité, vie privée sur YouTube pendant un bout. OK. J'ai fait plein de trucs sur Instagram. J'ai fait Pro Bono Live avec Jessie Nadeau sur Facebook. Puis après ça, j'ai lancé des techniques de négociation sur TikTok. Puis c'est là que ça a vraiment décollé. Ouais. Euh, Puis ensuite, j'ai fait un TikTok comme une fausse application pour aller à Occupation Double. Je me suis fait remarquer de cette façon-là. Puis donc, ensuite, j'ai participé à OD. Fait qu'essentiellement, ça ressemble pas mal à ça, mon petit parcours en 1 minute. Puis du côté familial, ça ressemble plus à quoi? T'as des frères et sœurs? Est-ce que Ouais, vous j'ai vivez deux dans une frères. communauté? Je suis dans le milieu. On a tous 2 ans d'écart. Ma mère, c'est une sainte parce qu'évidemment, elle avait juste des garçons autour d'elle la majeure partie de sa vie. Ouais, c'est ça. Je suis le garçon du milieu. Oh. Ouais. Ouais. Tu as parlé de ton parcours à OD. Dans le fond, c'est quoi qui t'a amené à auditionner à OD? En fait, c'est que j'ai des clients qui sont des gros influenceurs. Puis, dans le cadre de la pandémie, j'ai vu à quel point ils ont été capables finalement de monétiser leur audience. Puis moi, ça faisait un bout que j'essayais de construire une audience, puis que j'y arrivais pas. Dans le fond, c'était vraiment pas Mhm. populaire, mes trucs sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Il n'y avait rien qui marchait. Ouais. Jusqu'à ce que j'aie fait TikTok. Le TikTok, ça l'a vraiment décollé. Mais c'est ça, je n'étais pas certain de vouloir faire OD parce que les risques réputationnels là, pour ma job d'avocat, c'est certain que tout le monde pense à ça, tu sais, un avocat, mais qu'est-ce qu'il fait là? Tu sais, je suis un des premiers, je pense que je suis le deuxième avocat à aller faire ça. Euh, Ben, ça ouvre vraiment le monde là-dessus, par exemple, là. Ouais, ben c'est ça. Je pense que j'ai peut-être pavé la voie un peu pour les futurs jeunes professionnels là, qui veulent se lancer. Par contre, je ne recommanderais pas aux jeunes professionnels avec moins de 5 ans d'expérience de se lancer là-dedans parce que je pense que c'est important d'avoir un certain bagage d'expérience assez solide avant de se lancer là-dedans pour ne pas perdre sa crédibilité. Mais moi, dans mon cas, ça faisait déjà 9 ans que j'étais avocat avant de faire ce truc-là. Donc, il n'y a rien qui va enlever à mon expertise ou mon expérience d'avoir participé à ça. Mais compte tenu que tu ne contrôles pas le message, je trouve ça risqué pour un jeune professionnel qui a comme tout à construire. Tu devrais peut-être focuser sur aller chercher des jobs qui vont t'aider à construire ton CV en premier. Fait que c'est ça, j'avais fait de la fausse application sur TikTok. C'est devenu viral en une fin de semaine. Ben, viral pour moi, là, à l'époque, j'avais Ouais. pas nécessairement beaucoup de performance. Puis là, j'ai eu mon premier vidéo qui top 100 000 vues en 2 jours. Puis là, la production d'Occupation Double m'a contacté. On fait, écoute, on sait que c'est une joke, mais si jamais ça te tente, ça serait intéressant. Fait que là, j'ai comme pris le feedback. Je ne savais pas si j'avais un style qui correspondait au grand public non plus. Tu sais. Je veux dire, ça ne me tente pas d'arriver là comme avocat, puis là, tout le monde bâche sur moi parce que mon style ne correspond pas nécessairement au grand public. Fait que ce vidéo-là a été beaucoup un point tournant pour moi pour ma prise de décision pour participer à OD. Puis je me disais, ben oui, je suis disponible pour rencontrer l'amour, mais il ne faut pas se leurrer non plus. Les couples qui survivent post-OD ne sont pas très nombreux. Fait que statistiquement, ce n'est pas vraiment pour ça
c'est pas la meilleure ou la seule raison, clairement, pour laquelle les gens Ouais, ouais. participent, là. Ouais, en Donc, général, il y a aussi le côté de quand tu sors de là, justement, tu as une audience beaucoup plus grande, là. ben, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, bon, j'ai dit ça à quelques reprises dans mes lives d'Avocat du Diable. Je ne sais pas si tu as participé à ces Oui, je les lives-là. écoute. Ouais, ben c'est ça. Souvent, je dis que tu sais, la réalité, c'est comme un prisme qui a plusieurs facettes. Fait que tu sais, c'est comme tu as une raison que c'est peut-être l'amour, mais ça n'empêche pas qu'il y a d'autres raisons comme créer Ouais, des ouais. amitiés ou faire de la business. Ou, tu sais, il y a souvent plusieurs bonnes raisons. Puis la présence de plusieurs raisons ne vient pas nécessairement invalider d'autres raisons. Fait que oui, j'étais disponible et prêt à rencontrer l'amour, mais c'était clairement pas la seule raison. Moi, je voyais clairement un aspect, un intérêt d'un point de vue affaires à faire ce truc-là. Ouais, ouais, c'est le fun. Puis en plus, ben, toi, avec 9 ans d'expérience, tu avais quand même une bonne réputation du côté du milieu du droit. Fait que tu n'avais Mhm. pas ce problème-là. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je conseille aux jeunes pros de peut-être faire quelques années, un genre de 5 ans avant de. Parce que c'est vraiment dur de pénétrer le marché du travail quand tu sors de l'université. Tu sais, on a tout à faire. On n'a pas vraiment de valeur ajoutée les uns par rapport aux autres, compte tenu que tout le monde sort de l'école. Donc, tu sais, je pense que c'est important d'aller chercher une couple d'années derrière la cravate avant d'essayer un truc comme ça. Tu sais. Ouais, ouais, ouais. Puis ben, je t'ai entendu dire aussi, je ne sais plus dans quel live à un moment donné, il y en a plusieurs, hein. Euh, Ouais, ben j'essaie d'en faire un par semaine. J'en ai ben, c'est plusieurs le sur fun. TikTok. Tu sais, j'essaie de faire beaucoup de contenu, là. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'était celui sur ta carrière où Ouais. justement tu avais dit que de toute façon, généralement, les personnes pour qui tu as des contrats, au final, ils ne regardent pas vraiment Occupation Double. Ben, c'est ça, tu sais, c'est certain. De toute façon, la plupart de mes clients sont à l'international, ils ne parlent même pas français, de Ouais. un. J'ai des gros clients au Québec, puis tu vois, depuis que j'ai réannoncé que j'ai recommencé, tu sais, je me suis refait recontacter, puis parce que dans le fond, ça ne diminue en rien mon expertise. Évidemment, Non, c'est ça. si j'avais très mal paru, ça aurait peut-être été différent, mais au final, je pense que je m'en suis plutôt bien sorti, en tout cas pas trop mal. C'était pas un parcours parfait, mais c'était quand même pas. Il n'y avait rien de majeur, là. Donc, moi, ça l'a pas. Je pense que ça va m'aider pour la suite des choses, en fait. Ouais. Mais je te dirais, tu dis que c'était pas un parcours parfait, mais à part le party avec Julie où tu avais un peu trop bu, honnêtement, Ouais. je parle avec beaucoup de monde qui écoute OD, puis on a tous trouvé que c'était vraiment bien, là, ton parcours. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était la seule soirée où je l'avais clairement trop échappé. Mais sinon, écoute, j'ai fait des trucs tu sais, qui ont mis leur marque. Là. Je fais juste penser au Ouais. langage médiéval. Oui. Encore lundi dans la quotidienne, là, tu sais, c'est plus la maison des gars, c'est rendu la maison des gueux. Tu sais, il y a Ouais, vraiment j'allais te quelques. demander si tu avais été fière de Carl puis Jamie, surtout. Vraiment. Vraiment, vraiment, non, pour vrai, tu sais, c'était comme, tu sais, moi, ce truc-là, personnellement, c'est l'affaire la plus drôle que j'ai faite de toute ma vie, tu sais, y a-tu un endroit que ça a le moins rapport de parler en médiéval ou en chevalier que dans un jeu de télé-réalité de séduction, tu sais, à saveur un peu plus, tu sais, c'est pas, ça s'y prête pas, mais c'était tellement drôle de le faire que, tu sais, ça l'a vraiment marqué les esprits, puis je suis content de voir que ça persévère dans le temps, là, tu sais. Mais ouais, c'est ça. Même moi, j'ai pensé un peu à toi quand Carl a réagi en disant je m'en vais de la maison des gueux avant de dire je m'en vais retrouver ma blonde. Non, c'est ça, exactement, exactement. Ouais, ouais. Non, non, le monseigneurisme et le langage gueux a clairement marqué cette année. Fait que pour ça, je suis vraiment content. C'est comme ma petite marque à moi qui a comme Mais oui. persévéré dans le temps. Là, Ben, tu tu sais. vois, ça va peut-être justement perdurer grâce à ça. Exact, exact. Ben, je pense que tu sais, c'est comme. Je sais pas, tu sais, on est toujours à la recherche de bonnes blagues là, quand tu fais Occupation Ben Double oui. parce que tu sais, le temps peut être long, puis on n'a pas de musique, on n'a pas ci, on n'a pas ça. En fait, on n'a rien. Fait que tu sais, c'est l'ambiance repose sur la qualité des jokes. Fait que, tu sais, je pense que le médiéval apportait une saveur tellement nouvelle, puis allait rejoindre notre petit côté geek, qui était un autre aspect que j'ai apporté, qui était comme jamais présenté, parce que, tu sais, c'était plus la saveur un peu, je veux pas dire douchebag, mais, tu sais, les années antérieures, tu sais, c'est un show qui est un peu plus, tu sais, c'est un jeu de séduction. Fait que c'est Ouais, c'est certain que ça. Ce qu'on voyait surtout, c'est du monde qui s'entraîne, puis au lieu de voir du monde qui font des jokes ensemble, là. ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que c'était comme une bonne soupape là, pour enlever de la pression, d'avoir tout un univers de jokes à explorer. Je pense que ça explique pourquoi ça l'a perduré, là, tu sais. Ben ouais.
Mes deux prochaines questions ont un rapport ensemble, Vas-y. un lien assez profond même, qui est si tu pouvais te décrire en 3 mots, tu penses que ce serait quoi? C'est une bonne question. Euh, Que pas, non. Emilia aussi, elle a hésité. Ben, je dirais complexe parce que je pense que j'ai plusieurs facettes à ma personnalité. Mhm. Je pense que ça, on le voit bien dans la façon dont je produis mon contenu. J'ai plein de trucs, autant que je fais du tarot, que je fais des arguments de Ouais. négociation, je suis avocat, je tripe médiéval, gna, gna, il y a comme plein d'aspects à ma personnalité. Fait que je dirais complexe. Je dirais ambitieux aussi parce que j'ai toujours été, tu sais, mettons, occupation double, c'était la première fois que je prenais des congés en 8 ans. Euh, Oh! Fait que, tu sais, puis c'était toute une façon de prendre des congés, là, tu sais, je veux dire, Oh, ouais, ils somme tu toute prévois assez partir au moins 3 mois peut-être, puis tu sais. c'est ça, tu sais, c'est somme toute une façon assez productive de prendre des congés. Fait que clairement, je suis un gars qui est ambitieux, tu sais, j'aime ça de développer des choses. Puis ensuite, je dirais, hmm, que dirais-je? Euh, Ben, créatif, en fait. Je suis un genre d'artiste qui est pas vraiment un artiste pur. Tu sais, je joue du piano, oui, mais j'aime ça créer. En fait, c'est ce que j'aime le plus dans l'entrepreneuriat puis dans la job de production de contenu, c'est que c'est tout le temps, j'aime mettre quelque chose, euh, donner la vie à quelque chose, créer quelque chose qui me ressemble. Fait que je pense que ouais, complexe, ambitieux et créatif. Ouais, je pense que c'est pas pire. Tu parles de tes projets en fait comme si tu parlais de ton enfant, donc c'est parfait. Ouais, c'est ça, exact. Il Ben, faut tu sais, que tu c'est un te peu ça. ressembles de. Ben, Oui. pardon. Je pense que, tu sais, il y a beaucoup de. Un des gros freins à la plupart des gens, parce que c'est la même chose pour n'importe qui veut entreprendre. Puis on est tous un peu dans le même bateau. Quand c'est le temps. Tu sais, on a plein d'idées, en fait. On a souvent plein d'idées. Je pense que la plupart des gens ont des idées pour faire soit un projet d'affaires ou un projet de rénovation ou un projet de contenu ou un projet de ci, un projet de ça. On a plein d'idées. Mais le plus gros problème, souvent, c'est le traduire de la pensée à la réalité. Puis ça, Ouais. c'est l'aspect où je pense que j'ai commencé à maîtriser un peu plus mon processus créatif dans le sens que je suis habitué de ah, j'ai une idée, puis là, je suis comme ah, mais j'ai tout je suis comme rendu habitué de produire, de le faire, de faire comme bah, c'est-tu la meilleure. Parce que souvent, on a tendance à se poser des questions à l'infini, ultra perfectionniste, comme ah, c'est-tu la meilleure idée ever? Ah, mais ça, je pourrais faire ça, blablabla. Puis là, on s'invente des idées après ça, même pour pourquoi ne pas le faire. Tu sais, genre, ah, je Ouais. suis stressé d'un coup que les gens pensent ça, d'un coup que ci, d'un coup que ça. La réalité, c'est que si tu n'es pas, mettons, tu produis du contenu, si tu n'es pas connu, tu vas faire ton vidéo, il va y avoir 4 personnes qui vont regarder, puis ça va être ta grand-mère qui va te féliciter. Fait que, tu sais, quand même que tu te plantes, quand même que tu fais de la merde, c'est tellement pas grave. Tu as bien plus avantage à te lancer, puis le faire, puis à le tester. Puis Ben, c'est comme ça que. Ouais, qui n'essaie rien n'a rien. c'est ça, exact. Parce que, tu sais, mettons, j'ai essayé tellement de trucs, je n'ai fait plein. Si vous allez voir ma chaîne sur YouTube, je n'ai fait des vidéos là, en français, en anglais, j'ai fait des podcasts, j'ai fait de Pro Bono Live, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Même mes TikTok du début sont très différents des TikTok que je fais maintenant. C'est qu'à force d'essayer puis de te planter, puis de ne pas arrêter, tu continues de mettre en œuvre tes idées, ben, tu finis par frapper quelque chose. Ouais. Parce que tes idées ne peuvent pas toutes être mauvaises là, à un moment donné. Tes essais sont peut-être bien bonnes, mais des fois, l'exécution n'est pas bonne. Des fois, il y a un paquet de raisons pour lesquelles ça peut ne pas fonctionner, mais à un moment donné, à force d'essayer et de ne pas arrêter, ben, tu finis par frapper quelque chose. Ben ouais. Puis comme je t'ai dit, de toute façon, j'ai mon petit côté espion, fait que j'ai été voir quand même un peu tes affaires avant qu'on se Mhm. parle. Mhm. Mais je t'en Ben, ferai il une y a du session contenu. paiement, Écoute, fait bonne que chance. Si tu as regardé tout 100% du contenu que j'ai fait dans la dernière année, t'es bonne. pas le C'est temps. impossible. Il y en a Pas le trop. temps. C'est ça. Parce qu'on a tous une vie de toute façon, Ben là, et je passerais au moins une journée à regarder tout ça. facile. Ouais, non, c'est ça. Il manquait un mot. C'était 3 mots pour me décrire. Oui. Ben, j'ai dit complexe, ambitieux, créatif. Ah, c'était ambitieux qui m'a manqué pendant un moment. Mais Pas de problème. effectivement, je suis d'accord. Ben, je suis d'accord à ce que ça a l'air. Là. En même temps, on ne peut pas le savoir tant qu'on ne parle pas vraiment avec la personne, mais tu sais.
Oui, ben, ça, je pense que le meilleur exemple que je t'ai donné, c'est ça. C'était, oui, c'était des vacances pour moi, Occupation Double, c'était comme un cadeau que je me faisais pour 2020, mais c'est une drôle de façon de prendre des vacances. C'est drôlement productif pour une façon de prendre des vacances. Là, Ben oui. Non, c'est ça. Effectivement. Hmm. Ensuite, l'autre question qui avait rapport, c'est d'après toi, c'est quoi ta plus grande qualité puis ton pire défaut? Ben, ma plus grande qualité, je pense que je suis un fin renard, là. Je veux dire, je trouve ça vraiment laid de dire je suis une personne intelligente, mais tu sais, je suis quand même, je suis un rusé personnage, là. Fait que ça, clairement, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Tu sais, je réfléchis beaucoup, j'analyse les gens beaucoup. C'est clairement ça qui m'a aidé à passer au travers de mes études. C'est ça qui m'a aidé à devenir un bon négociateur. C'est ça qui, je pense, un peu sous-tend pas mal le résumé de ma vie. C'est que, tu sais, je me souviens, je ne sais pas si tu sais c'est quoi le camp Trois Saumons. Non? C'est un camp d'été que j'avais fait quand j'avais 8 ans. Puis ils nous donnaient un petit médaillon fait en bois avec ton prénom, ton animal totem, puis une qualité. Puis moi, c'était Renaud Renard réfléchi. Fait que tu sais, c'est genre, c'est vraiment je pense qui me représente bien. Tu sais, je suis un petit maudit. Là, tu sais, j'ai sauté une année à l'école, je suis devenu avocat à 22 ans, j'ai parti ma business, j'ai investi dans plein de business. Tu sais, c'est ça, je réfléchis beaucoup, puis je pense que c'est un de mes traits qui serait probablement ma plus grande qualité. Puis ça fonctionne vraiment bien avec le côté de l'ambition, là. Ouais, ben, je pense que oui. Puis je pense que c'était un des trucs qui m'a bien démarqué dans mon passage à OD, puis qui démarque aussi ma façon de produire du contenu. Mon contenu, je pense, qui est suivi beaucoup par des gens qui aiment réfléchir, qui aiment se poser des questions. Tu sais, dans les lives de l'avocat du diable, on parle souvent de la nature humaine. Dans mes techniques de négociation, c'est pas quelque chose que tu regardes, c'est pas comme pipi caca ou regarde-moi les fesses. Là, tu sais, je ne suis pas un gars de fitness qui va te montrer mon six-pack. Là, de toute façon, il n'y a pas de six-pack à montrer, mais le point, c'est que c'est plus un contenu de nature intellectuelle qu'autre chose. Fait que je pense que c'est ça qui me démarque vraiment des autres producteurs de contenu, puis qui m'a démarqué des autres candidats. Pas que les autres candidats ne sont pas intelligents, mais dans le sens tout le monde a son type d'intelligence. Mais je pense que j'amenais quelque chose, ma saveur à moi, là, mon aspect rusé renard, là, si tu veux, là, dans le jeu. Puis je pense que ça m'a aidé à me démarquer. Oui, puis ben, il en faut pour tout le monde, là, du contenu. Mhm. Si tout le monde offre la même affaire, c'est sûr que ça marche Ben, c'est ça. Puis, tu sais, de toute façon, on s'entend, c'est pas. Moi-même, je consomme pas 100% du temps du contenu intelligent. Là. Moi, rendu le soir, j'aime ça regarder des dessins animés de ninja et de monstres. Là, c'est juste, je trouve ça intéressant d'apporter, vu le lien avec ma profession, un contenu qui va aider les gens à évoluer, à cheminer peut-être, puis à enrichir leur vie. Surtout d'un point de vue du contenu de la négociation, c'est tellement présent dans nos vies. Puis ironiquement, on n'en parle pas. Mais je Ouais. suis un des seuls qui fournit du contenu en français pour parler de la négo, pour aider les gens à obtenir des choses, obtenir un avantage, obtenir quelque chose, pour obtenir un avantage dans tes négos. Tu sais, on négocie avec tout le monde, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos chums, nos blondes, nos voisins, notre boss, nos collègues d'école, nos profs. Tu sais, on négocie tout le temps, puis on dirait qu'il n'y a pas de contenu là-dessus. Fait que Ben j'étais oui. comme un des premiers à faire de quoi là-dessus, je pense. Non, effectivement, j'ai trouvé ça vraiment intéressant que tu montres ça, là, tu sais. Mm. Ah, tant mieux. Puis mon pire défaut, mon pire défaut, ben écoute, j'en ai plusieurs, là, c'est difficile de choisir lequel. Ben, je suis extrêmement paresseux. OK. Euh, je suis vraiment paresseux. Je travaille tout le temps, mais pas beaucoup. Puis il faut, OK. tu sais, je suis comme, j'haïs ça. Je travaille 45 minutes, 1 heure, puis il faut que je prenne un break d'une demi-heure, 45 minutes. Là. Tu sais, je suis vraiment, vraiment paresseux. Là. Tu sais, moi, si je pouvais travailler 1 heure par jour pour le restant de mes jours, je ne prendrais jamais ma retraite. Je travaillerais à tous les jours, mais pas plus qu'1 heure. Ouais. C'est comme... Moi, ça a même rapport avec une question que je t'avais posée en live TikTok un moment donné, je pense. C'était travailler pour vivre ou vivre pour travailler. Ah, définitivement travailler pour vivre là, pour moi. Là. Ouais, ouais. Ben, tu sais, vivre pour travailler à un moment donné. Quand tu fais juste ça, c'est plus le fun non plus, là.
Ah, moi, j'ai jamais été de cette mentalité-là. Tu sais, c'est un des points qui a fait que je suis parti à mon compte. Tu sais, un des avantages de la pratique de droit, c'est que quand tu as un certain niveau d'expérience, le taux horaire est tellement fou, est tellement élevé que tu n'as pas besoin de travailler des heures de fou pour avoir des sous qui sont intéressants. Tu sais. Fait que ça, c'est vraiment un de mes outils, un de mes leviers pour avoir ma liberté. Comme ça, moi, je ne travaille pas énormément. Là, au final, là, le moins possible, en fait. C'est la réalité. Genre, je veux avoir je travaille le moins possible, mais pour aller chercher un maximum de résultats parce que je ne suis pas workaholic, mais pas en tout. Ouais. Fait que toi, mettons, c'est pas ton genre de, ben, à part si tu as un contrat que tu dois remettre à telle date ou whatever, mais de faire comme, ah, je vais travailler plus tard ce soir pour finir, genre, tu sais. Ah, ben, ça arrive, mais ça, c'est parce que j'ai relaxé toute la journée. C'est parce que je voulais absolument gamer, mettons, dans ma journée. C'est des choses qui arrivent, tu sais. Ouais. Mais travailler 10-12 heures dans une journée, là, oublie ça. Je sais pas ça fait combien de temps que j'ai fait ça. Je fais pas ça. Parce que la qualité de mon travail, je pense, dépend beaucoup de le repos mental que j'ai pour être efficace. Fait que, tu sais, mettons, quand je révise des contrats, c'est assez aride de lire des contrats, d'être super concentré pour en faire une analyse, prendre un recul, faire la correction, tout ça. 45 minutes, 50 minutes, là, puis je suis au bout de mon rouleau. Il faut que je prenne un break d'une demi-heure, puis je recommence un autre 50 minutes après. Mais c'est comme, je ne suis pas capable de travailler 12 heures en ligne. Oublie ça, sinon ça va être un travail de beaucoup moins bonne qualité. Fait que je pense qu'il faut juste, pour les gens qui nous écoutent, soit qui font de la job ou qui étudient ou peu importe c'est quoi le rendu qu'ils ont à faire, je pense que c'est intéressant de se poser la question, c'est quoi la méthode qui fonctionne bien pour moi? Moi, j'ai une méthode qui est très efficace, mais pas longtemps. Fait qu'il faut que je trouve une façon le moment de la journée où je suis capable de donner ce rendu-là, ça implique que j'ai bien dormi, que je suis repu, que j'ai mangé, que je suis vraiment prêt à faire comme bon, là, c'est 45 minutes, 50 minutes, ça y va, au toast. Mais après ça, that's it. Il faut que je prenne un gros break. Là. Pas un petit break de 5 minutes. Là, c'est d'apprendre à se connaître aussi puis d'accepter comment on fonctionne. Oui, c'est ça. Exactement. C'est bien plus important ça que de se forcer à faire un nombre d'heures X qui est, somme toute, un genre de barème qui ne correspond absolument pas nécessairement à tout le monde. Oui, c'est ça. Tu sais, comme moi, je te donne un exemple. Mon genre de journée, normalement, serait matin, je travaille, l'après-midi, je fais rien, le soir, je travaille. Parce que je le sais que l'après-midi, je ne suis pas productive. Fait que parler avec toi présentement, c'est parfait. Ben, c'est ça, t'as rien que. Ben, c'est assez productif de faire un genre de podcast quand même. C'est pas. Mais tu pourrais très bien faire une sieste, relaxer, aller prendre un bain, puis là, comme ça, quand il arrive 5 heures, là, tu es prête à clencher. Si c'est comme ça que tu fonctionnes, c'est comme ça que tu fonctionnes. Puis il n'y a pas personne qui devrait avoir quoi que ce soit à dire par rapport à ça. Ben ouais, c'est ça. Dans le fond, là, c'est comme le genre d'horreur présentement parce que je suis en fin de session quasiment. Fait que tu travailles constamment, puis même quand tu es fatigué, ben, tu t'en fous. Oui, c'est ça. Des fois, il faut se faire violence là, pour certains examens, mais même à ça, il y a des techniques d'études ou un certain nombre d'heures que tu devrais être prête à mettre pour aller chercher un certain type de résultat. Ouais. Puis des fois, il faut se satisfaire de. C'est pas grave de ne pas avoir A+, puis je vais viser B+, ça va me prendre bien moins de temps. Comme ça, je vais être capable d'avoir B+, sur tous les examens au lieu d'avoir A+, dans un ou deux examens, puis chier tous les autres. Fait que c'est important de trouver ces méthodes-là. Ouais. Je regarde les questions à côté. C'est pour ça que j'ai comme les yeux qui virent d'un bord à l'autre. Excuse-moi. Ah oui. Dans le fond, d'après toi, c'est quoi ta plus grande réalisation, autant personnelle que professionnelle? Là? Tu peux aller des deux bords, tu peux en choisir une. Oui, ben, ma plus grande réalisation pour moi, c'est d'avoir réussi à partir ma propre pratique de droit puis de réussir à gagner ma vie avec ça. Je trouve qu'il n'y a rien qui me rend le plus fier que d'avoir parti mon propre truc, d'avoir réussi à développer des super beaux clients, de bien vivre avec ça, d'avoir la liberté de faire ce que je veux à l'heure que je veux. Ce faisant, j'ai négocié pour 300 millions de dollars de valeur de contrat. Je suis vraiment, vraiment fier de ça. Ça, pour moi, c'est mon plus gros accomplissement parce que c'est ça qui me donne ma plus grosse qualité de vie. C'est con, mais genre, je suis l'employeur, moi-même étant mon employeur, mais je suis l'employeur qui m'a donné le plus de rémunération. Il n'y a pas aucun autre job que j'ai fait
qui m'a donné un salaire comme je me donne. Fait que je suis comme vraiment fier de ça. Là, c'est ça, puis c'est moi qui ai fait ça à partir de rien. Je viens pas d'une famille riche, je suis pas je suis un self-made man. Fait que c'est vraiment, c'est ce qui me rend le plus fier. Ouais, ben c'est vraiment cool. Ouais. Je trouve ça cool aussi. Non, c'est ça, non, mais je pense que c'est vraiment cool parce que en tant que tel, justement, t'es parti de rien, puis t'as tout construit par toi-même, là. Ouais. T'as été chercher tes clients, j'imagine, par du monde que tu connaissais ou? Ben, il y a des différents concours de circonstances, du monde que je connaissais, après ça des références, puis après ça des acquisitions. J'ai parlé beaucoup de ça là, dans mon live sur la carrière, là, si jamais ça l'intéresse votre auditoire, mais je raconte vraiment assez en détail là, comment j'ai réussi à développer des clients américains, puis tout ça. Puis, c'est un ensemble de hasards, puis de capacité à saisir des opportunités. Là, je pense qu'il y a beaucoup de... il y a un trait qui me caractérise quand même puis qui a souvent une connotation négative dans la société, mais c'est de dire être opportuniste. Moi, je pense pas que c'est négatif, honnêtement. Ben, dépendant de la façon de le faire. Là. Ouais, c'est ça. Dans le sens, ça dépend par rapport à quoi. Mais moi, c'est clair que je suis un opportuniste là, de première. C'est vraiment quand je vois une opportunité de dire quelque chose, de faire quelque chose pour essayer de me faufiler, puis là, décrocher un client, puis aller me vendre à quelqu'un que j'aurais pas dû rencontrer parce que là, j'ai fait ma passe-passe. Je suis un opportuniste de première. Mais je pense que c'est important en affaires, dans plein de domaines de nos vies, d'être capable d'identifier une opportunité comme première étape. Mais la deuxième étape, c'est de la saisir le plus fort qu'on peut. Parce que des fois, on a l'impression que c'est un peu comme la vie, c'est un fleuve tranquille, puis blablabla. Mais moi, je suis un fervent croyant que ça se peut que tu tombes sur une personne random dans la rue, puis tu as une conversation qui change ta vie parce que tu as dit les bons mots à la bonne personne, puis la personne te fait comme, tu sais quoi, j'ai le goût de te donner ta chance, viens me rencontrer pour un meeting. C'est important de croire à ça parce que ça change ton attitude sur comment tu vas aborder les différentes opportunités qui te sont présentées. C'est comme tu as une opportunité, tu la saisis. Tu ne sais pas c'est quand la prochaine fois que ça va passer. Ben, c'est ça, tu vois, des fois, juste d'être entreprenant puis de demander qu'est-ce que tu fais, là. C'est ça. Ben, écoute, je pense que c'est le principe fondamental de la négociation. Puis j'en ai glissé un petit mot rapide dans la technique de négociation du chevalier blanc, mais on vit dans un monde qui est fondamentalement égoïste. Mettons, le temps que je passe à discuter avec toi en ce moment, ben, je ne peux pas le donner à discuter à quelqu'un d'autre. Ce temps-là, il t'appartient. Après ça, la pomme que je mange, elle ne peut pas être mangée une deuxième fois par quelqu'un d'autre. Le contrat que je débloque, qui ne peut pas être fait par quelqu'un d'autre. Fait que c'est comme, fondamentalement, on est dans un monde égoïste. Fait que si toi, tu ne prends pas la peine de développer tes propres intérêts, de les faire valoir, de saisir les opportunités qui te sont présentées, il n'y a personne d'autre qui va le faire à ta place. Fait que c'est ta responsabilité d'être proactif pour ça. Ben c'est ça. Comme je l'ai dit à Emilia, je pense qu'un des exemples, c'est justement le fait qu'on se parle présentement. C'est que si je ne t'avais pas écrit, je pense qu'il n'y aurait aucune chance que ça arrive. Exactement. Pourquoi j'aurais écrit à Juliette Descaries pour Hey, j'aimerais ça que tu me passes en entrevue. Je ne sais pas t'es qui. C'est exactement ça. Puis si tu ne l'essayes pas, tu ne l'as pas. Tu aurais pu avoir peur et dire Ah, ben là, d'un coup que blablabla. Puis finalement, ben, crime, je te trouve sympathique, tu écris bien, tu as l'air d'avoir du bon sens. Fait que bon, pourquoi pas. Une petite conversation, puis that's it. Là, c'est pas. Il faut tenter sa chance dans la vie. Apprendre à connaître quelqu'un en tant que tel, c'est pas dur si tu fais juste poser les bonnes questions. C'est un bon point. Ouais. Mais c'est ça. La preuve, je t'ai posé, je pense que je t'ai posé 5 questions, puis j'en connais pas mal plus sur ta vie. Ben voilà. C'est l'utilité d'un podcast. Ouais. Sinon, si on t'offrait une émission de télé, tu voudrais que ça parle de quoi? Justement, j'imagine peut-être de négociation. Ben, il y a beaucoup des capsules. Je pense que tu vois, la capsule de l'avocat du diable, ça permet bien de montrer cet aspect-là de moi et de mon expertise. Mais j'aime beaucoup faire des podcasts. Je pense que je pourrais faire un bon talk show parce que justement, je pense en connaître un certain pan sur la nature humaine. J'ai mon intuition de gars qui est habitué de cerner les gens pour négocier, pour le tarot, tout ça. Fait que je pense qu'un talk show, je pourrais être pas pire aussi. Mais j'aimerais beaucoup, j'ai adoré la télé. Là, moi, je suis tombé en amour avec ça cet été, cet automne. Fait que j'aimerais vraiment ça, en faire plus. Ouais. Puis, mettons, si tu devais continuer plus du côté de la télé, est-ce que ça te dérangerait de lâcher le côté du droit?
Non, mais je pense qu'il n'y a rien d'incompatible là, l'un dans l'autre. Je pense que je vais avoir une pratique hybride à partir de maintenant. Ben, même hybride, c'est comme s'il y avait juste deux éléments, mais avec à plusieurs éléments. Tu sais, négocier les meilleurs contrats pour mes meilleurs clients, avoir des capsules ou un show de télé, écrire un livre sur la négociation, continuer à produire du contenu. Tu sais, en accumulant les trucs comme ça, ben, somme toute, ça te fait des semaines qui sont bien diversifiées et riches là, en expérience. Donc, Tu as parlé d'écrire un livre sur la négociation, c'était une de mes questions, ouais, parce que je te l'avais déjà entendu le dire. ouais. Mais es-tu quelqu'un qui aime beaucoup lire, justement? Ben, je t'avoue que je lis à petit feu parce que surtout, je lis plus tant de romans. On dirait je lis plus des trucs de connaissances. Là. Fait que, mettons, je lis des livres sur le leadership, je vais lire des livres sur la négociation, je vais lire des livres sur un paquet de livres d'affaires, on va dire, pour aider à m'enrichir le cerveau. Quoique ça peut être très enrichissant de lire un roman, là, ça n'enlève rien à personne. Mais je ne suis pas un grand lecteur ces temps-ci, ça y va par période. Je pense juste que c'est un bon médium pour transmettre de l'information qui est intéressant. Peut-être un e-book ou je ne sais pas trop encore. Je n'ai pas mis ça sur pied, mais je pense que dans le fond, je veux être le plus gros producteur de contenu pour ce qui est de la négociation. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je trouve que j'ai appris beaucoup de choses dans mes 9 dernières années. Fait que je pense que je peux aider les gens à améliorer leur vie avec ça. Tu sais. Oui, effectivement. Mm. Mm. Je viens d'en voir une qui me fait penser à ce qu'on a dit tantôt. C'est quoi qui t'a attiré vers le monde chevaleresque? Ah, ben ça, c'est, écoute, le jeune homme en moi, là, le petit garçon en moi. Depuis que je suis jeune, je trippe. Quand j'étais jeune, je voulais être un magicien. Tu sais, je trippe sur le médiéval fantastique. Je trippe sur la science-fiction. Je trippe sur les jeux de société, les jeux de rôle. Tu sais, j'ai joué à Donjons Dragons. J'ai fait des Donjons Dragons grandeur nature. J'ai toujours aimé ça. J'en fais encore presque à tous les années. Fait que, tu sais, c'est comme. Et là, j'ai une game de Donjon Dragon sur table avec PH Quentin comme maître de jeu, là, pour ceux qui connaissent le PH d'Occupation Double. On est une troupe, on joue presque à chaque semaine. Après ça, des grandeurs nature, je n'ai fait un par année dans les, je sais pas moi, 5-6 dernières années. Tu sais, j'aime vraiment ça. Ça me fait décrocher. C'est ma façon de faire un peu de théâtre puis de déconner entre amis. C'est une bonne activité pour prendre une petite bière puis rire là, finalement. Oui, ben oui. Ben c'est ça, puis tu peux quasiment t'inventer un personnage justement, puis le jouer, là, tu sais. C'est exactement Tu ça. peux être quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça, exact. C'est comme faire du théâtre, là. C'est vraiment ça. Ouais. Puis bon, ma question qui s'en vient, elle a rapport avec ça parce que on peut le remarquer beaucoup quand tu fais des jokes avec ça, mais dans le fond, tu prônes beaucoup la langue française. Puis Ben ouais, c'est un c'est des points, je pense, qui. d'où ça vient à peu près, tu sais. Ben, tu sais, dans le fond, j'ai toujours été. Ma mère était extrêmement sévère avec moi sur le français, ben, avec tous mes frères aussi, là, mais dans le fond, pour faire ça plus par rapport à moi, tu sais, les si mange les raies, j'ai entendu ça, je ne sais pas combien de fois dans ma vie. Tu sais, ma mère, c'est une férue de Scrabble et de mots croisés, puis elle a travaillé dans le musée de la civilisation. Tu sais, c'est vraiment une femme qui a un éminent savoir de la langue française. Donc, moi, j'ai pris ça un peu par la bande. Puis avec le droit, ben là, c'est une belle opportunité pour continuer à développer ça. Puis je faisais des concours oratoires que j'ai gagnés. J'ai eu un bon parcours là, de concours oratoires en français comme en anglais d'ailleurs. Mais pour garder la trajectoire du français, pour moi, ça a toujours été important de bien m'exprimer. Puis là, en arrivant en OD, on me voyait faire beaucoup d'anglicisme, mais j'étais quand même celui qui apportait le vieux français, les mots médiévaux, qui s'exprimait d'une façon clairement un peu différente des autres. Les autres candidats étaient comme quand tu parles, là, c'est comme. Fait Mettons, entre ça fait. toi et Jordan, il y a une grosse différence. Ben, c'est ça. C'est comme tout ce bagage-là que je vous explique, c'est ça qui me permet maintenant aujourd'hui de mettre ça en valeur. Puis je pense que c'est une autre façon de me démarquer par mon contenu puis par ma personnalité. Clairement, je pense que les gens qui me suivent, c'est des gens qui sont limite sapiophiles, qui aiment le contenu bien structuré, qui est enrichissant, tout ça. Tu ne me suis pas pour les photos de moi en bikini, là, ça c'est clair. J'espère. Honnêtement, on a déjà vu Kevin en string l'année passée, mais là,
Une image qui te hante encore à ce jour. Oui. Non, c'est ça, mais non, je trouve ça vraiment intéressant. Puis honnêtement, ben, je pense que tu as vu comment j'écris. Je viens un peu du même milieu de le français, c'est assez important. Ouais. Ouais. Absolument, absolument. Ben, je pense que c'est une bonne chose. Écoute, on a une belle langue, une langue excessivement difficile à maîtriser. Mais quand ça fait des années qu'on baigne là-dedans, qu'on a atteint un certain niveau, je pense que c'est super intéressant de se distinguer de cette façon-là, puis de faire rayonner la langue parce que c'est le fun quand les autres sont comme Waouh, tu parles bien, c'est le fun. C'est une belle façon de se démarquer puis d'inspirer les autres à le faire. Parce que le langage chevaleresque, il n'y a pas d'anglicisme là-dedans, tu comprends? Fait que quand ils font des jokes, des blagues de gueux et tout ça, ben là, c'est que leur plus beau français sur un ton chevaleresque. Donc, c'est ça, c'est ma petite façon à moi d'être influenceur positif pour le français, si tu veux. Ouais. Non, mais ça, au moins, ça, c'est le fun. Puis même, je pense que tu l'as bien transmis même à OD. À part peut-être pour Stacy qui a encore de la misère avec ses mots, mais en même temps, quand tu apprends que c'est ta troisième, quatrième langue. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas de dire comme maudit qu'elle parle pas bien français. Non, non, mais moi, c'était au moment où j'y ai parlé pour la première fois, je ne le savais pas que c'était sa troisième langue. Fait que, la fameuse scène du sontais où je l'écoute, puis je suis comme. Ah ouais, non, je sais, j'ai vu tes yeux, puis j'ai fait oh. Ah ouais. Les oreilles me frisaient, là, ça achetait là. Non, non, ça ne marchera pas. Là, je m'imaginais la présenter à ma mère, là, le scandale, là, ça ne marchera pas. Là. Il est plus vu aujourd'hui, puis les gars sontaient, puis j'étais comme Ah! Ça le fait pas, là, mais c'est sûr qu'après ça, quand tu comprends que c'est sa troisième langue, ben là, faut en revenir. Je pense que c'est ce que j'ai le plus remarqué à cette saison-ci, c'est le nombre de fois où mes oreilles ont frisé justement pour des affaires de même. Ouais. Oui, ben disons que c'est ça. Je pense que c'était une des façons de me démarquer que d'apporter un langage un petit peu plus poli, qu'un français mieux fouetté que certains, disons. On a arrêté l'entrevue à partir de ce moment-là, puis on a continué à parler. Donc, je vous invite à liker la vidéo et vous abonner. Puis, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité à mon entrevue. Ou peut-être même deux, qui sait. Alors, à la prochaine!